tiens premièrement à vous remercier pour l'organisation de cette conférence autour de la question de l'histoire mondiale et sa pertinence par rapport à l'histoire du Maroc. Alors, je vais essayer de donner un peu une présentation très succincte sur les perspectives et approches. C'est une intervention qui est basée purement sur l'article qui fait partie d'ailleurs d'Hespéris, qui a été édité par notre grand professeur Ansari et Abdelhad Sebti. Alors, le concept d'histoire mondiale est relativement récent dans l'historiographie moderne. Ça a commencé à être utilisé dans les années 80, même s'il est apparu sous des formes embryonnaires et sous-développé chez des historiens qui ne l'appelaient pas comme tel. Quelques auteurs ont essayé de l'associer au concept d'histoire mondiale et transnationale, mais c'est la notion d'histoire mondiale, World History, qui a été la plus développée et finalement acceptée par les chercheurs. Alors, je voudrais de manière succincte présenter ici la perspective et les concepts fondamentaux de cette perspective de l'histoire, sans mentionner vraiment les productions académiques anglo-saxonnes, c'est dans l'article, mais je vais donner une idée un peu générale. Alors, dans sa définition la plus élémentaire, l'histoire mondiale est le résultat d'une insatisfaction face à la perspective limitée des histoires nationales étroitement liées à la construction de l'État-nation dans l'Europe du XIXe siècle. En quelque sorte, c'est une manière d'écrire une histoire sans frontières, dans le sens géographique, mais aussi dans le sens idéologique et politique. Alors, je parle ici de l'histoire mondiale, mais je ne voudrais pas insinuer qu'il s'agit d'une discipline et d'un courant historiographique homogène. Le courant de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire mondiale est tellement large et hétérogène que je ne vais pas prétendre ici le définir d'une manière très précise, car les divergences internes et la complexité qui se trouve à l'intérieur du courant sont au-delà de l'objectif de cette intervention, qui se veut plutôt comme une initiation historiographique à la perspective de l'histoire mondiale. Depuis son début en 1982, avec l'établissement de ce qu'on appelait et continue d'appeler World History Association, on avait organisé une conférence avec Al-Akhawayn 2014, avec M. Déby qui est là. Jusqu'à nos jours, la perspective de l'histoire mondiale est passée par une multitude de débats, ce qui nous incite à indiquer que cette école est tellement vaste et loin d'être homogène, comme je l'ai dit. Par contre, on peut s'aventurer à déchiffrer quelques grands thèmes qui constituent grosso modo des points communs dans la perspective de l'histoire mondiale. Alors, un aspect important, c'est une critique du nationalisme, une histoire au-delà des frontières, une critique du discours civilisationnel. Troisièmement, au-delà de la centralité de l'Occident, ce qu'on appelle réorientation ou grande divergence, c'est le titre d'un ouvrage. Une autre perspective, c'est pour une histoire des marchandises, café avec sucre, c'est l'intérêt des historiens pour des marchandises bien précises. L'environnement, la biologie et l'histoire mondiale. Alors, l'intérêt pour l'histoire environnementale fait partie. Dans cette intervention, je vais essayer de parler un petit peu de la pertinence pour l'histoire du monde musulman, de cette perspective de l'histoire mondiale. Et je vais finir avec une critique de l'histoire mondiale. Mais je ne vais pas parler, je vais essayer de se concentrer sur le critique du nationalisme, la critique du discours civilisationnel et un petit peu sur l'histoire des marchandises. Et enfin, je vais essayer de parler de la pertinence pour le monde musulman.
Alors, une histoire au-delà des frontières. Dans sa définition la plus élémentaire, l'histoire du monde ou l'histoire mondiale est le résultat d'un mécontentement croissant à l'égard de la perspective limitée des histoires nationales, comme je l'ai dit, étroitement liée à la construction d'États. À partir du XIXe siècle, l'historiographie moderne en Europe était inspirée par les travaux des gens comme Hegel, qui insistaient sur la relation entre l'État-nation, l'individu et l'histoire. Pour Hegel, et je cite ici Hegel, l'État est l'objet précis de l'histoire du monde proprement dit, dans la mesure où l'État, notre pays, constitue une communauté d'existence. Et je continue. Les principes des esprits nationaux qui progressent dans une succession d'étapes nécessaires ne sont que des moments de l'unique esprit universel qui, à travers eux, s'élève et se complète en une totalité autocompréhensible. Fin de citation. Ainsi, en ne traitant que l'idée d'esprit et en considérant toute l'histoire du monde comme rien d'autre que sa manifestation. Aussi, Leopold von Ranke voyait la méthode historique en rapport avec l'État-nation, dans un processus d'institutionnalisation où l'État devait être les paramètres principaux des sujets historiques et thèmes à aborder et aussi des archives à consulter. Alors, l'écriture de l'histoire faisait donc essentiellement partie d'un acte politique destiné à promouvoir les idéaux de la nation dans le cadre des contraintes limitées d'une communauté imaginée, comme l'avait souligné Benedict Anderson. Anderson avait défini la nation comme une communauté imaginée, limitée géographiquement, souveraine, mais horizontale dans le sens où, idéologiquement, les citoyens sont égaux en dépit des inégalités. L'émergence de l'État-nation en tant que forme politique d'organisation des sociétés modernes allait simultanément contribuer à l'ascension d'une sorte de moule, entre parenthèses nationale, dans la conception de l'histoire. C'est ce discours national qui commença à caractériser la méthode historique, l'enseignement de l'histoire et la production d'une histoire officielle, nationaliste dans l'espace public et à travers les appareils idéologiques des États modernes, dans le sens de Louis Althusser. Ainsi, on commençait à parler de l'histoire allemande, l'histoire française, l'histoire britannique, qui représentaient les valeurs, les dogmes et les aspirations politiques de l'État. L'histoire des États-nations en tant que communauté imaginée imposait automatiquement la marginalisation des récits en faveur d'autres identités. Les versions vernaculaires du passé, rappelant les spécificités locales, les inégalités régionales ou les liens transnationaux, étaient occultés en faveur de contes qui mettaient l'accent sur l'unité à l'intérieur des frontières. L'écriture de l'histoire dans les limites des frontières nationales faisait aussi partie d'une sorte de métanarration européenne et est devenue par la suite un mode d'écriture historique au sein des États-nations émergents dans différentes parties du monde, y compris le Moyen-Orient. La lutte nationaliste était aussi inscrite dans l'histoire, reflétant souvent l'idéologie et les intérêts de l'élite politique, avec une conscience très aiguë de s'accomplir sur le plan culturel. Au lieu des limites étroites de l'État-nation, l'histoire mondiale s'intéresse donc aux dimensions transnationales de la société et des processus de transformation historique, avec une perspective multidimensionnelle qui met au défi le récit typiquement nationaliste. Par exemple, l'historien Sanjay Thoura s'est intéressé dans son travail aux relations entre l'État-nation, le nationalisme et le concept d'histoire linéaire, en se basant principalement sur l'histoire de la Chine et une partie de l'histoire de l'Inde. Thoura voulait démontrer que plusieurs historiens des États-nations postcoloniaux se sont appropriés une histoire évolutive linéaire inspirée du modèle colonial des Lumières. En conséquence, ils ont
aboutit à la construction des récits historiques exclusifs et approximatifs. Dans ce livre, Duras montre comment l'écriture de l'histoire peut être à l'élite centralisatrice où on trouvait des récits du passé un moyen de légitimisation du pouvoir, de centralisation de l'État et d'homogénéisation de la culture. Alors, au lieu des limites étroites de l'État-nation, l'histoire mondiale s'intéresse donc aux dimensions transnationales de la société et des processus de transformation historique, comme je l'ai dit. Alors, je passe à la critique du discours civilisationnel. La Première Guerre mondiale a déclenché d'importants courants impérialistes en Afrique et au Moyen-Orient. Les diplomates européens ont qualifié leurs colonies africaines de « Sacred Trust of Civilization », confiance sacrée en la civilisation, pour aider à, entre parenthèses, éduquer des personnes supposant incapables de faire face aux dures réalités du monde moderne. Les Français l'appelaient la mission civilisatrice, bien sûr, et les Britanniques l'appelaient « the white man's burden », le fardeau des hommes blancs. Des continents entiers ont été assujettis parce qu'ils n'étaient pas constitués entre parenthèses, nations civilisées. Car être une nation voulait dire être civilisé et vice-versa. Pour être juste, la ferveur coloniale a effectivement tenté de créer de meilleurs niveaux de vie en construisant des hôpitaux, des écoles et des institutions. Cependant, l'impérialisme occidental n'a pas complètement changé de couleur. L'un des effets les plus importants du contexte colonial a été l'élaboration d'une langue dominante tirée directement des revendications universalistes des Lumières en tant que culture bourgeoise. Bien qu'il s'agisse d'une idéologie puissante concernant la manière de rationaliser l'organisation des sociétés humaines, le discours des Lumières était à la fois imprégné de racisme et constituait un obstacle à la création d'un climat dans lequel le respect de la diversité culturelle aurait pu être le catalyseur d'un dialogue et d'un échange interculturel plus fluide et plus fructueux. La croyance en l'infériorité culturelle des Africains, il faut lire par exemple comment Hegel, dans ses écrits, parle des sociétés africaines, c'est vraiment affreux. Alors l'infériorité culturelle des Africains, des Moyen-Orientaux et des non-Européens en général était donc un élément fondamental du projet colonial et du discours civilisationnel des Lumières. C'est aussi avec le projet laïque des Lumières que la prétention à la raison et à la connaissance supérieure est devenue si importante dans la philosophie occidentale qu'elle a tenté idéologiquement de se démarquer des cultures et formes de connaissance, d'autres cultures et d'autres formes de connaissance. L'idéologie des Lumières était en quelque sorte une continuité de success story grecque concernant la relation entre le logos et le mythe dans la recherche de la vérité, entre parenthèses. Le processus de sécularisation et le succès des sciences sur l'Église représentaient une nouvelle formulation du discours grec sur la rationalité. Les notions laïques de l'illumination visaient à atteindre la vérité à travers la compréhension scientifique de l'univers. Alors, c'est aussi avec le projet laïque des Lumières que la prétention à la raison et à la connaissance supérieure est devenue si importante dans la philosophie occidentale qu'elle a tenté idéologiquement de se démarquer des autres cultures et formes de connaissance. L'un des principaux historiens de l'histoire monde, Lefton Stavrianos, avait fait valoir que les connaissances antérieures en l'histoire étaient des expressions occidentales typiques de la perception eurocentrique d'un ce qu'il appelle noyau de civilisation, au centre, en juxtaposition avec un monde, entre parenthèses, de barbarie, à la périphérie. Le rejet de ce modèle noyau-périphérie était donc un élément important des nouvelles orientations dans la perspective de l'histoire-monde. Stavrianos était très critique vis-à-vis de la manière dont les sujets prétendus de l'histoire du monde, aux États-Unis par exemple,
concernait principalement l'Europe, l'Occident, et que par conséquent les Européens étaient toujours au centre des autres continents. Dans une phrase célèbre, il a proposé plutôt ce qu'il a appelé « a view from the moon », une vue de la Lune, avec une vision unificatrice autour d'un passé humain qui rejette le modèle du noyau-périphérie exprimé dans le savoir occidental. Dans un contexte plus global, une des caractéristiques importantes du métadiscours des Lumières était la division du monde entre les défenseurs de la science et de la culture, les Européens civilisés, et les peuples arriérés, les autres, d'Afrique, la Chine, d'Inde et le Moyen-Orient, dont la culture était basée sur la superstition et les fausses religions. Les autres religieux, primitifs et mystiques, n'avaient pas les connaissances nécessaires pour comprendre les lois rationnelles de l'univers. Et je pense ici que Ernest Renan, figure clé des Lumières françaises, et un penseur très connu parmi les penseurs réformistes musulmans au Maroc et aussi au Moyen-Orient, avait parlé de telle manière sur les Arabes. Et je cite ici Ernest Renan, « Les Arabes et d'une manière générale les musulmans sont plus éloignés de nous plus que toute autre époque. Le musulman et l'Européen sont l'un pour l'autre deux espèces différentes, n'ayant rien en commun dans la manière de penser et de ressentir. » Mais bien sûr, Ernest Renan est juste un exemple. Il parle de fanaticisme, bien sûr, de l'islam. Je pense que ce genre de discours est très potent. Il existe toujours parmi nous aujourd'hui. C'est à travers ce type de discours raciste que des catégories homogènes ont commencé à s'établir d'une manière qui oppose une civilisation à une autre. Tant en Europe occidentale que dans différents contextes coloniaux tels que l'Afrique, l'Inde ou le Moyen-Orient, le discours essentialiste de civilisation avait contribué à écarter discursivement une conception de l'histoire des différentes sociétés comme étant le produit d'interactions et de relations syncrétiques. C'est ainsi qu'a commencé à s'établir un discours manichéiste et conflictuel entre le Moyen-Orient arabe, avec, entre parenthèses, un retard culturel et son état d'immobilisme, et un Occident avec sa rationalité et son progrès. Ces dichotomies reposaient sur une conception homogène de la culture, ne laissant pas de place pour concevoir la culture à travers le prisme du concept d'hybridité ou en pensant l'histoire à travers la perspective des échanges perpétuels d'idées et de fertilisation croisée entre les peuples. Je passe à l'autre dimension de ma présentation pour une histoire des marchandises café avec sucre. Une réflexion historique sur une consommation comme un café avec du sucre dans notre vie ordinaire peut révéler chez les spécialistes de l'histoire mondiale une multitude de réalités d'ordre économique, social et politique et de relations de pouvoir, non seulement au niveau local, mais aussi global. Au XXIe siècle, il suffit de suivre ce que je parle toujours avec mes étudiants. Comme ça, il suffit... XXIe siècle, il suffit juste de suivre le récit d'une marchandise, comme un t-shirt, une espadrille, le tabac ou le chocolat ou des fraises, pour découvrir que ces produits sont le résultat de différentes formes d'exploitation sociale, d'abus de l'environnement et d'une politique économique inspirée du néolibéralisme économique pour le marché mondial. Pour la perspective de l'histoire mondiale, ceci était le cas pendant des siècles. Et plusieurs chercheurs se sont penchés sur ces sujets dans différents contextes géographiques et historiques. Ainsi, le thème des marchandises était devenu un aspect majeur de la façon dont les historiens de l'histoire mondiale ont commencé à apercevoir la mondialisation de manière plus complexe et plus critique. Compte tenu de l'intérêt qu'il portait sur la montée du capitalisme en tant que thème central de l'histoire mondiale,
La recherche de l'histoire des produits consommables s'est imposée comme thème de recherche de façon quasiment instinctive, car il visait à comprendre les différentes facettes contradictoires du développement du capitalisme. Cette question est toujours très significative pour nous aujourd'hui. Dans un autre point de vue, les spécialistes de la discipline de l'histoire mondiale s'intéressaient également à la manière dont le capitalisme s'était développé dans divers contextes culturels, à son instauration, à son appropriation ou à sa résistance. Comment les individus et les sociétés ont résisté le développement du capitalisme moderne. L'histoire des marchandises a également permis à une nouvelle génération d'historiens d'examiner les différents antécédents de migration forcée. On ne peut pas penser à la production du tabac ou du coton sans la relier au système d'esclavage qui s'est... bien sûr, aujourd'hui, on peut parler de nouvelles formes d'esclavage en la reliant à la production de t-shirts. La pertinence pour l'histoire du monde musulman. Pour faire écho à Edward Said, on peut dire qu'au cours de la période qui a suivi les Lumières, la culture européenne était capable d'administrer et de produire l'Orient et l'Afrique, que ce soit sur le plan politique, sociologique, scientifique, militaire, idéologique ou imaginaire. Au cours de ce processus, le discours orientaliste a créé une dichotomie désormais familière entre nous et eux, un espace colonial traditionnel divisé entre nature et culture, chaos et ordre, tradition et modernité. Un concept que j'entends toujours dans l'espace public au Maroc. Fondamentalement, un ensemble d'oppositions binaires ont été établies et n'ont laissé qu'une marge très limitée pour que le potentiel de compréhension interculturelle et de diversité culturelle se manifeste de manière riche et productive. Les conceptions orientalistes de la raison et du savoir étaient à bien des égards hostiles aux traditions culturelles locales. Le langage culturel des Lumières a imposé une certaine forme de culturalisme dans le sens péjoratif du terme. I don't know, je ne sais pas comment on parlait en arabe, mais je pense que c'est taqafania, Obama, dans le sens péjoratif, qui est toujours très présente pour expliquer souvent des problèmes très structurels et politiques, et on parle de culture toujours pour élaborer ces problèmes. Au fait, ce sont des questions politiques et plus structurelles que culturelles. Bien sûr, la culture est importante, mais parfois on essaye de donner plus d'explications culturelles pour des choses qui sont plutôt politiques et structurelles. Alors, il s'est présenté comme un vocabulaire purement universel pour une humanité universelle. Ce langage était essentiellement purgé de l'existence des différences de couches culturelles qui reposaient sur des pratiques religieuses particulières, l'histoire locale et la spécificité ethnique. Dans le monde arabo-islamique, la tradition historiographique a pendant trop longtemps été au service de l'État-nation. Et le recours exclusif à l'histoire nationale dans les écoles est resté ancré dans les programmes éducationnels de la plupart des pays. Le discours national est tellement politiquement chargé que nous avons l'impression que notre histoire se déroule à l'intérieur d'une bouteille scellée, sans lien avec les cultures transrégionales dans la longue durée. Notre culture et les différentes formes de transformation n'étaient pas suffisamment contextualisées et historiquement situées dans le cadre d'une transmission d'un patrimoine en mutation constante. Les échanges culturels ou interculturels et les interactions des sociétés démontrent donc non seulement les limites de l'historiographie des États-nations, mais nous alertent également sur l'illusion persistante de l'authenticité culturelle. Dans ce cadre, je parle un petit peu sur le travail de Marshall Hodgson, qui a essayé de donner, comme le démontre le professeur Edmund Burke,
qu'il a conçu comme un historien de la perspective de l'histoire monde dans le contexte de le monde arabo-musulman. Okay, alors, je vais terminer avec une critique. Bien sûr, l'article développe plus d'idées et de travail. Now, les critiques les plus sérieuses intellectuellement sont venues de la part des penseurs associés à l'école des études subalternes en Inde. Arik Derlik, par exemple, attaque même les structures idéologiques et les implications hégémoniques qui ont abouti à la perspective de l'histoire monde. Comme il l'a formulé clairement, et je cite Derlik ici, « Ce que j'ai fait est d'écrire de manière critique sur la pratique de l'histoire mondiale, sur la conquête du monde et sur les structures idéologiques qu'elle a générées et qui ont donné naissance à la notion d'histoire mondiale. Des implications hégémoniques de l'idée quand elle est perçue d'un point de vue extérieur à l'Euro-Amérique. Des problèmes méthodologiques et idéologiques étroitement liés aux présupposés spatiaux et temporels qui façonnent presque inévitablement l'histoire mondiale. Et enfin, peut-être, surtout d'un point de vue personnel, des espoirs politiques et idéologiques naïfs investis dans l'histoire mondiale, motivés récemment par des visions de multiculturalisme global. Dans un autre livre important, Dipesh Chakrabarty déclarait que thématiquement l'Europe reste toujours au centre par rapport à d'autres histoires, même dans la perspective d'histoire mondiale, y compris celle où nous appelons indienne ou chinoise. Et la base épistémologique du métanarratif occidental est tellement forte que les différentes histoires deviennent des variations d'un récit qui monopolise celui de l'histoire de l'Europe. Les autres histoires, entre parenthèses, deviennent par conséquent des histoires de déception, de défaillance ou de transition. Ceci a poussé Darif Derlik à dire que même la discipline de l'histoire mondiale représente le triomphe de l'eurocentrisme. Avec un langage postmoderniste typique, Derlik insiste que la base conceptuelle est intrinsèquement occidentale. Le jargon de Michel Foucault est apparent quand il soulève que le savoir du monde a été organisé aux taxonomies et en typologie selon une rationalité européenne. Selon Derlik, penser autrement, c'est tomber dans le piège des espoirs politiques et idéologiques naïfs investis dans l'histoire mondiale, motivés tout récemment par des visions de multiculturalisme. Et je termine. Merci beaucoup. Merci.